Salam alaikum, Mazoul Fillaoun, bonjour. Un ami mien qui avait de nombreuses années d'expérience et de vraie vie au compteur m'avait appris un jour comment évaluer de façon sûre le niveau de développement d'un pays. Il était de ces gens à l'esprit pratique, aussi perspicace qu'il était lucide. Il pensait qu'il suffisait d'observer l'état de 3 secteurs, celui de l'éducation, celui de la justice et celui de la santé. Pour lui, quand l'école est de bon niveau, que la justice est rendue dans les meilleures conditions et que la santé publique est aux normes les plus exigeantes, alors c'est que tout le pays est dans la meilleure situation qu'il puisse s'imaginer, même si la conjoncture économique est difficile. Et le contraire est tout aussi vrai. Lorsque ces 3 secteurs vont à volo, même si les finances du pays sont au beau fixe, parce que des ressources naturelles à profusion sont là pour le porter à bout de bras, alors ce pays va très mal. Et il n'y fait pas bon vivre, et cela ne peut qu'aller de mal en pis. C'est le cas de l'Algérie. Le secteur de la santé publique, puisque c'est l'objet de notre émission d'aujourd'hui, est dans un état déplorable. Des gens continuent de mourir de maladies d'un autre âge. Les hôpitaux sont dans un état indescriptible, de véritables mouroirs parfois. L'hygiène y est lamentable, choquante. Les grands malades, particulièrement ceux qui n'ont ni moyens ni pistons, meurent faute de soins appropriés ou se tordent de douleur faute de traitements palliatifs appropriés. Curieusement, cette fois-ci, la télévision publique vient de diffuser un court reportage sur la maternité, une maternité de Constantine, qui a soulevé un tollé, l'indignation de tout le pays. Des scènes atroces qui montrent toute l'étendue des dégâts. Mais le plus choquant est que les gens soient choqués, comme s'ils venaient de découvrir ce qui leur pendait au nez, ce qu'ils endurent tous les jours, depuis des décennies maintenant. Comme s'il fallait leur agiter les choses sous les yeux pour qu'ils se réveillent de leur profond coma. C'est choquant parce que l'on découvre que la société est devenue insensible à son propre sort et qu'elle ne réagit qu'à des stimuli les plus primaires pour se rendormir juste après. Ils savent pourtant, les Algériens, que tous leurs dirigeants, sans aucune exception, se soignent tous, ainsi que leurs familles, dans des hôpitaux étrangers à Paris et ailleurs, y compris pour de petits bobos, puisqu'ils n'ont aucune confiance dans cette médecine de guerre, pour cette médecine des pauvres, pour cette médecine des indigènes, shootés au bazar chinois. C'est choquant aussi, parce que les Algériens feignent de ne pas savoir que les médecins qui ont été formés au pays le fuient en masse pour aller exercer leur art dans des pays occidentaux, qui n'ont pas déboursé un seul centime pour les cueillir comme des fruits mûrs, prêts à servir. L'état de nos hôpitaux, la piètre qualité des soins et des prestations qui y sont assurées, montrent à l'évidence que cela ne peut plus durer, que le pays est au bord de l'effondrement, que les centaines de milliards de dollars qui ont été dépensés pour endormir le peuple n'auront servi qu'à aggraver sa situation, à compromettre son avenir. C'est là un constat qui fait froid dans le dos. Le secteur de la santé et la santé publique d'une façon générale sont un indicateur puissant. Le pays va mal, très mal, et tous les clignotants sont au rouge. Aujourd'hui, Algérie Focus. La maternité de l'hôpital de Constantine, une véritable horreur.
par Abdou Semar. TSA. Le reportage choc de l'ENTV sur l'hôpital de Constantine. Le Huffington Post. La honte. Des images insoutenables de la maternité du CHU de Constantine. Nous allons visionner un extrait de l'émission de cette maternité de Constantine. Regardez. معالي الوزير واقف على هذا الامر وكل ولايه باش كل ولايه تحمل مسؤوليتها كل مدير صحه وكل مدير مؤسسه يتحمل مسؤوليه على النساء الحوامل. الوضعيه اكثر كارثيه بقاعه الولاده. طب هذه ما تصلحش، الوحيده اللي تصلح هذه شويه هادو منا اجوتي، هادو حاشاكم ما همش تاع خدمه، فوالا هادو مش تاع خدمه خلاص، فوالا مسيو. بلا ما نحكيو على فام لابا كانوا لي فاغ يخرجوا من لاطابل حتى نوصل المرض بدلتها من هنا، لي فاغ والله العظيم بعيني شفت لي فاغ خارجين من لاطابل. On n'a pas de matériel, on n'a pas de moyens humains, on a 4 infirmières pour 80 bébés. On draine tous les stagiaires avec un service de néonat qui ne dispose pas de pédiatre. Avec nous, par ordre alphabétique, Mahmoud Ait Youssef, citoyen algérien, qui a fait le choix de s'expatrier en France pour pouvoir vivre et bénéficier de soins normaux pour lui et sa famille. Il sera avec nous en Skype. Nous aurons aussi Abdelghani Dorman, psychologue et responsable de structure à Annaba. Nous aurons aussi Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique, il vit à Paris. Et nous aurons enfin Abdelwahab Zaatari, qui est à Constantine, polytechnicien. Il sera avec nous en Skype aussi. Mahmoud Ait Youssef, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jamalti. C'est un plaisir Salam de vous alaikum, recevoir. Merci. Mahmoud, qu'on nous explique cet État qui vient de débourser des sommes colossales, faramineuses. Il a transformé Constantine en chantier pour en faire la capitale de la culture arabe, soi-disant. Finalement, ça a été un gâchis effroyable, épouvantable. Mais ce pouvoir, il n'aurait pas pu investir un minimum pour éviter, pour permettre aux parturiantes, aux femmes enceintes de pouvoir accoucher dans des conditions au moins dignes. Mahmoud. Le problème, Jamal el-Din, ne se situe pas qu'au niveau des institutions de santé, du système de santé algérien. La dégradation est totale. Elle est à tous les niveaux, tous les secteurs, qu'ils soient publics et je dirais même privés, sont entièrement dégradés. Et en revenant à ton histoire ou à ta question concernant Constantine ou le fameux festival arabe de Constantine, c'est que le régime algérien ne cherche en fait qu'un certain m'as-tu vu. Il veut se vendre vers l'extérieur ou aux puissances extérieures pour leur dire qu'on est périn et qu'il n'y a pas de souci à se faire et que le business peut continuer. Bon, je parle d'un business pas entre États, entre nations, mais entre une entité ou un groupe d'individus et le reste du monde. Tout le reste, tout ce qui est intérieur au pays pourra aller au diable. C'est la stricte vérité. Et ce qui m'a choqué aussi, comme tu venais de le dire précédemment, c'est que quand j'ai vu les posts des gens sur Facebook, beaucoup ont été offusqués et outrés. Donc, je n'ai pas été en fait choqué par l'émission ou le fameux petit documentaire, mais j'ai été plutôt choqué de voir comme mes compatriotes ont été choqués. Comme si ils vivaient sur une autre planète ou dans un autre pays. Comme si personne ne sait ce qui se passe vraiment dans son propre pays. On a l'impression que les gens vivent dans une petite bulle et que chacun pour soi et le diable pour tous.
Voilà ce qui est choquant dans ce pays. Et je peux te dire une autre chose, Jamal el-Din. C'est malheureux de le dire, mais je dois le dire. C'est vrai que le régime en est pour beaucoup dans ce qui se passe. Mais ça n'absout pas le peuple. Ça n'absout pas. Désolé de le dire, mais c'est une vérité. Le peuple en est pour beaucoup. Pour beaucoup dans ce qui se passe. Quand on parle de système de santé, si je prends certains médecins ou certaines parties du corps médical, elles ne font pas partie du régime. Elles font partie du peuple, bien sûr, Jamal Din. Il ne faut pas le nier. Donc, on a l'impression que tout le monde se ligue pour détruire ce pays. C'est l'impression qu'on a. Y compris le peuple lui-même, vous voulez dire. Y compris le peuple lui-même. Oui, c'est malheureux de le dire. Ouais. Je sais que beaucoup ne vont pas accepter ce que je suis en train de dire. Mais c'est une vérité que tout le monde doit assumer. Le comble, Mahmoud, le comble, c'est que tout le monde le dit. Et tout le monde le pense. Et tout le monde dit que c'est le peuple qui est la cause de tout ce qui lui arrive et pas l'inverse. Que ce régime est une conséquence plutôt qu'une cause. Jamal, le peuple n'est pas une conséquence. Jamal el-Din, celui qui se tait consent, Jamal el-Din. Oui. Non, mais je ne dis pas le contraire. Hein, je ne dis pas le contraire. Jamal el-Din, ce qui m'a fait venir, ou ce qui m'a donné, comment dire, ce qui m'a donné pas l'idée, mais la nécessité de m'exiler, c'est plus mes voisins que le régime. Si le peuple était un peu plus organisé, je peux parler, si tout le monde ne se taisait pas, je vous jure que le régime ou les gens du régime n'auraient pas pu tenir aussi longtemps, même avec leur répression. Restez avec nous, Mahmoud Aïtious, restez avec nous. Abdelghani Dorman, merci d'être avec nous. Vous êtes au téléphone. Abdelghani Dorman. Est-ce que Abdelghani Dorman est avec nous? Je reviens dans un petit moment à Abdelghani Dorman. Je vais accueillir Yassine Mahibahi le temps que nous retrouvions. On va juste intervertir. En fait, je reçois les gens par ordre alphabétique, mais ça ne fait rien. Nous allons intervertir. Yassine Mahibahi. Oui, bonjour, Jamal. Bonjour, Yassine. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Yassine, question pour commencer. Vous êtes médecin en France. Vous avez été formé en Algérie. Vous êtes parti en France où vous exercez maintenant votre art. Expliquez-nous un peu. Essayez de nous donner des chiffres, de nous expliquer ce qu'est la situation des médecins d'origine algérienne ou des médecins algériens qui travaillent en France. Oui. En fait, il y a sur le nombre total des médecins étrangers en France, des praticiens étrangers en France, il y a un peu plus de 40 300 et quelques praticiens étrangers. Et dans ces 40 000, les Algériens occupent 25%, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 médecins algériens qui exercent en France. 10 000 Yassine Mahibé, 10 000 médecins algériens exercent rien qu'en France? Rien qu'en France. Sur les 40 000 praticiens étrangers, 10 000 médecins algériens, 25%. Donc c'est la première communauté la plus importante qui exerce en France. C'est une vérité, ça c'est les nombres, ça c'est une étude de l'ordre, enfin c'est les statistiques de l'ordre des médecins en France, etc. Donc les médecins algériens occupent 10 000, donc il y a 10 000 médecins algériens en France. Mais c'est une véritable hémorragie. C'est une hémorragie. C'est une hémorragie qui a commencé, juste on va dire pendant la décennie noire, mais qui a pris de l'ampleur juste après, parce que il faut dire que les médecins algériens, en Algérie, les conditions de travail n'étaient pas ou ne sont pas réunies, salaire, les conditions sociales, etc. Bon, ça fait que, et puis toujours. Il y avait la possibilité de faire des études approfondies, et pour ce qui fait que c'est cette hémorragie qui a fait que les médecins algériens sont partis en France et qui ont, dans la majorité, qui ont refait leurs équivalences, etc. Et puis maintenant ils sont installés de façon assez stable, même si le parcours n'est pas toujours facile. Mais enfin c'est les conditions. Vous-même, Yassine Mahibé, qu'est-ce qui vous a incité à partir?
Bah, les conditions de travail, voilà. Moi, j'étais, bah, à titre moi, j'étais praticien à l'époque. On disait toujours médecin résident, c'est-à-dire j'étais en cours de formation spécialisée, mais on travaille dans des conditions extrêmement catastrophiques. Voilà, non seulement la formation, enfin, bon, en parenthèse, la formation était bon, ça va, on n'a pas trop, mais c'était surtout le salaire, le salaire, enfin les conditions sociales, etc. Tout ça faisait que voilà, on était un peu très déçus par rapport à tout ce qu'on avait dit au début. Vous savez, quand vous êtes étudiant en médecine, on vous dessine tout un truc. Vous êtes le médecin, vous êtes celui qui va travailler dans des conditions de confort, etc. Et finalement, on a été très déçus parce que justement, c'est ce régime-là, cette façon de, en fait, le pouvoir actuel, la société, bref, c'était une grosse déception qui a fait que le médecin algérien ne s'est pas retrouvé et donc on a décidé de partir, même si la décision n'a pas été prise, on a suivi notre instinct, hein. Enfin voilà, une espèce d'un instinct migrateur qui nous a poussé à partir et voilà. Mais quand vous étiez en Algérie, Yassine Mahibahi, comment ça se passait dans le milieu médical, dans les milieux hospitaliers? Pardon? Comment ça se passait en Algérie quand vous exerciez là-bas? Bah, écoutez, à part nos confrères et nos consoeurs, parce que moi je pense qu'il faut quand même pas toujours, moi je défends toujours la formation des médecins. Quand même l'Algérie a formé d'excellents médecins, nous avons de très très bons médecins. Il faut pas oublier que dans un passé tout récent, on formait des étudiants en médecine qui venaient du Maroc, de la Tunisie, des pays d'Afrique, des pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, à titre d'exemple, le Maroc, étudier au Maroc est devenu un luxe. Étudier à Dakar, la faculté de médecine de Dakar, c'est vraiment un luxe. Alors que à l'époque en Algérie, donc on formait. Alors que l'ambiance c'était une bonne ambiance entre nous, les jeunes étudiants en médecine, les jeunes médecins. Non, on travaillait, voilà. Mais hormis cette ambiance, le reste c'était une catastrophe. Vraiment, c'était on va dire de la médecine de guerre. On n'avait pas les moyens. Et puis, à titre d'exemple, je rappelle pour ceux qui, peut-être qui se rappellent un tout petit peu, il y avait un événement en 2001 à l'hôpital d'Oran, aux urgences d'Oran. Il y a eu quand même cette grosse affaire, ce gros scandale, l'incendie qui a touché le groupe électrogène du service de réanimation de CHU d'Oran, et 4 patients qui étaient sous ventilation artificielle sont morts justement. Et pour ceux qui se rappellent, il y avait l'ancien ministre de la Santé, c'était Mourad Erjemi. Donc on travaillait dans des conditions extrêmement pénibles. Et en plus, des conditions sociales. Donc, voilà. Comment avez-vous perçu ce reportage qui est passé sur cette maternité de Constantine? Vous, médecin. Alors, beaucoup de gens, ils ont été choqués par ce qui se passe ou par ce qui se passe au CHU de Constantine. Enfin, mais moi, la question qui m'intéresse, c'est que finalement, ce reportage, il a été diffusé par une chaîne de télévision publique quand même. Oui, en effet. Voilà, c'est pas rien, c'est pas une chaîne de télévision privée. Il a été diffusé par une chaîne de télévision publique, et donc ça a choqué beaucoup de gens. Et comment vous expliquez, Yassine Mahibahi? Pour moi, il y a 2 hypothèses. D'abord, la chaîne de télévision algérienne publique, comme en arabe, ils disent yatima, l'orpheline, personne ne regarde la chaîne de télévision algérienne. L'audimat de l'ENTV, il est vraiment très bas, si ce n'est que le mois de Ramadan. Bon, il y a 2 hypothèses dans cette histoire. Ou bien, vu qu'il y a plusieurs chaînes de télévision maintenant, les pouvoirs en place, le ministre de la Communication veut que la chaîne de télévision algérienne, maintenant, il veut augmenter l'audimat. Alors maintenant, on va mettre des reportages quitte à choquer des gens. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être que voilà, première hypothèse. Oui. Donc, se tirer une balle dans le pied, quoi. Exactement, voilà. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle que de ça, finalement, que de ce reportage. Oui. Le NTV a réussi à diffuser un reportage qui choque. Une clameur, qui a suscité une clameur publique. Voilà. Donc, première hypothèse, ça. Deuxième hypothèse, peut-être que c'est un coup qu'on voulait... je sais pas, il y a une espèce d'un sabotage contre X ou Y dont le ministre de la Santé est touché. Et puis ça se passe à Constantine. Le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, était ancien wali à Constantine. Ce scandale de la maternité, il y a eu déjà des scandales de ce type-là à Constantine. Donc, je pense que
il y a quand même anguille sous roche, comme on dit. Ce reportage n'a pas été comme ça anodin. Le 1TV n'a pas diffusé parce qu'elle ne diffuse pas comme ça des reportages. La question qui se pose maintenant, si vraiment cette hypothèse s'avère vraie, c'est-à-dire on va maintenant essayer de choquer les gens, maintenant on va essayer d'élever l'audimat de l'ENTV, est-ce qu'on est capable maintenant, dorénavant, de mettre des reportages aussi qui vont choquer dans d'autres secteurs? On verra bien. Restez avec nous, Yassine Mahibahi. Lecture très intéressante que vous venez de nous faire là. Abdelghani Dourman, merci d'être avec nous. Abdelghani, est-ce que Abdelghani... Allô Abdelghani, merci. Oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Abdelghani, vous êtes psychologue, vous vous occupez, je crois, de l'enfance difficile, c'est ça? Vous avez une structure... la petite enfance. De la petite enfance, pardon pour la formulation. Mais dites-moi, Abdelghani, quel effet vous a fait ce reportage diffusé par la télévision publique algérienne sur cette maternité de Constantine? Bon, d'abord, Aïd comme Moubarak, et merci pour l'invitation, Siyam El-Din. Merci à vous. Avant de donner, ce reportage, moi, je l'ai trouvé un reflet de la réalité que vivent les Algériens dans ces hôpitaux, dans ces maternités. Bon, maintenant, je voudrais, en quelques secondes, rebondir sur le pourquoi de cette transmission d'un documentaire aussi choquant par le NTV, et je voudrais rejoindre votre invité, le docteur Mahibahi, qui a soulevé deux hypothèses, et moi je le rejoins tout à fait sur ces deux hypothèses. Bon, pour ce qui est de ce qu'on a vu dans le reportage, c'est vrai que c'est choquant, parce que c'est une émission. Est-ce qu'on a perdu Abdelghani? Oui. Ah non, on vous écoute. Poursuivez, Abdelghani. Abdelghani? C'est comme s'ils acceptaient le... Ah, il y a des coupures, il me semble. Comme ça. Oui. Et voilà, donc... Abdelghani, il y a des coupures. À la réalité. Essayez de rester, si vous avez un portable, de ne pas trop bouger pour ne pas vous perdre. Oui, d'accord. Voilà. Je vous en prie, poursuivez. Bon, vous savez mieux que moi, c'est Jameldine, que la santé publique, ce secteur névralgique et très sensible, il ne déroge pas à la série de problèmes et de carences multisectorielles que vit l'Algérie, que vivent les Algériens. Moi, je trouve que ces carences proviennent principalement, comme dans tous les autres secteurs, de l'absence de contrôle. Nonobstant le manque de matériel, la qualité de la formation, mais quand même le service... Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Abdelghani Dourman. Il ne faut pas bouger, Abdelghani, parce qu'on vous perd. Abdelghani, il ne faut pas bouger, vous avez un portable, quand vous vous baladez comme ça, on vous perd. Donc, essayez de ne pas bouger quand vous parlez, pardon, et merci. Abdelghani? Nous essaierons de vous retrouver dans un petit instant, Abdelghani Dourman. J'accueille à présent Abdelwahab Zaatari, polytechnicien à Constantine. Abdelwahab, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Abdelwahab, vous êtes avec nous sur Skype, hein? Oui, c'est ça. Constantine, où j'ai passé personnellement ma jeunesse, entre Batna et Constantine, c'était l'une des villes les plus belles au monde. C'était réellement un joyau, serti dans un écrin absolument époustouflant.
quelle ville, quelle population, quel niveau urbain, quelle urbanité, quels gens policiers éminemment raffinés, quelle propreté, quel artisanat, quel sens de la ville, qu'elle était belle, cette ville, magnifique. Moi, la première fois que nous y avons été, notre père nous y avait emmenés, on a déménagé de Batna à Constantine, j'ai été stupéfait. C'est une ville qui m'a presque choqué par sa beauté, ses ravins, ses précipices construits sur un rocher, ses ponts. Et plusieurs décennies plus tard, et 800 milliards de dollars plus tard, Constantine en est arrivé à devenir une ville presque repoussante, que ses habitants m'excusent de ce terme, sale, complètement désorganisée, où la vieille ville est en train de... Vieille ville qui est un patrimoine de l'humanité. Sidi Jlis, Rahba, Rabd Jmal, Rab'in Sharif, tous ces vieux quartiers de Constantine, des quartiers millénaires, et sont en train de partir en poussière sans que ce régime ne fasse quoi que ce soit. Et on en arrive, excusez de cette longue intervention, on en arrive aujourd'hui à avoir une maternité de ce type qu'on nous a montré à Constantine. Qsantena. Abdelouahab Zaatari. Oui, et effectivement, on peut dire il était une fois. Oui, once upon a time, comme disent les Anglais, il était une fois. C'est devenu de la légende. C'est Constantine que nous avions connu il y a dans notre jeunesse et enfance. Aujourd'hui, effectivement, le film que nous avons vu ensemble, c'est l'horreur même. Mais le problème, ce n'est pas instantané, ce n'est pas un événement instantané, ça a toujours été comme ça. Cet endroit précisément où les nouveau-nés arrivent au monde, ben, ce n'est pas du tout un endroit accueillant. C'est sale, c'est très sale, il y a des rats, il y a des chats, il y a des choses, j'ai vu ça. Il y a du sang, il y a des femmes qui sont à deux dans des... qui sont couchés n'importe comment. Il y a des bébés, comme on a vu, qui sont stockés comme un parking serré. Donc c'est l'horreur et ce n'est pas instantané, c'est permanent. Ça date depuis une dizaine d'années. Il y a d'autres maternités aussi à Constantine, comme à Sidi Mabrouk, comme à Libye. Donc, mais ce point-là, CHU qui devrait être le meilleur endroit, et c'est celui qui pose le plus de problèmes et c'est celui qui nous fait dégoûter. Emmener une femme pour enfanter dans un endroit pareil, c'est vraiment dégueulasse, c'est dégoûtant. Mais, par exemple, il n'y a pas que la saleté. L'année passée, il y a eu l'événement du vol d'un enfant. Un enfant a été pris de cette maternité. Volé, vous avez dit, il a été enlevé? Oui, il a été enlevé. Oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Oui. De l'année passée, 2014. Un nouveau-né qui venait de naître, il avait été enlevé en plein jour devant tout le monde. C'est ça. Oui. Et il a disparu. On a dû le retrouver à Skikda après enquête et enquête. Ensuite, en 2007, je pense, il y a une femme qui a décédé dans cet endroit-là. Et le soi-disant professeur Barkat, chef de service de cet hôpital depuis aussi de longues années, il était responsable. Il a été condamné pour négligence ou incompétence. Donc, service à une année. Donc, en 2007. Donc, oui, dans mon année, il y a eu des problèmes avec ce droit. Personnellement, j'ai eu affaire en 2004, en janvier, je me souviens, le 12-13, la deuxième semaine de janvier, 2004. Et je vous assure... Abdelouahab Zaatari, essayez de rapprocher le micro de votre bouche. Il y a quelques coupures. Sinon, je voudrais savoir, Abdelouahab Zaatari, vous avez vu cette scène de la table de travail qu'on nous montre, la table où accouchent les oui, bien sûr. La dame a dit, elle a vu de ses yeux des vers, des vers sortir de la table. Oui. Mais même dans les camps de guerre, on fait mieux, on fait plus propre. Et c'est la responsabilité du chef de service, de M. Barkat. S'il n'arrive pas à commander les femmes de ménage pour nettoyer un petit peu une fois tous les mois, comment peut-il
réellement gérer des femmes enceintes en danger de mort. Et en plus, il bénéficie de la superstructure de l'hôpital Constantine, dont personne d'autre dispose par expérience. Il a à côté donc la cardio, il a la pédiatrie, il a tout, il bénéficie de toute l'infrastructure environnante. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la maternité à Sidi Mabrouk ou ailleurs. Hein. Donc, en principe, il devrait faire mieux. C'est vrai qu'il est saturé. Je discutais un moment avec un certain nombre d'amis médecins. Oui, c'est vrai, l'hôpital ancien n'a pas grandi. Abdelouab Zatri, il y a des coupures, on va vous rappeler par téléphone. Vous resterez avec nous en image et on vous rappelle au téléphone dans un instant. Mohamed va s'en charger. Je reviens à Mahmoud Ait Youssef. Mahmoud, vous êtes avec nous? Oui, toujours avec vous. Merci. Mahmoud, où est-ce que nous allons comme ça à ce point, on s'est tellement habitué que ça s'est banalisé dans notre tête, mais c'est horrible, c'est atroce ce que nous sommes en train de voir. Nous ne devrions pas nous habituer à une telle situation, ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres humains. Nos femmes, nos filles, nos sœurs sont des êtres humains, ce ne sont pas des animaux. Dans des pays développés, même les animaux, je m'excuse de faire une telle comparaison, même les animaux accouchent dans de meilleures conditions. C'est quoi cette banalisation de l'horreur? Alors, cette banalisation de l'horreur, c'est simple. C'est une sorte d'effet Pavlov. Donc, on habitue les gens à vivre dans la précarité un bon bout de temps. Et finalité, tout le monde trouve ça normal. Et donc, si l'on veut, ça devient la situation de tous les jours. Voilà ce qui est le plus malheureux. J'ai eu, il n'y a pas très longtemps, une discussion justement avec un ami sur le sujet, parce que qui me posait la question, qui me disait par exemple, pourquoi quand on va en Tunisie, malgré ce qui se passe chez eux, ou au Maroc, qui sont deux pays limitrophes, pourquoi les choses ne sont pas pareilles? On a commencé à aborder le sujet, à discuter, et puis il me dit finalement, je crois que j'ai la réponse. La réponse, c'est que les gens voyagent beaucoup. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est les gens qui voient ce qui se passe dans tous les pays du monde. Et donc, quelque chose d'anormal chez eux n'est pas accepté. Donc, on voit cela dans le changement des générations qui avaient la vingtaine pendant les années 60-70, qui se permettaient d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, ils revenaient avec des idées un peu différentes des choses courantes qu'ils vivaient. Donc, c'est des gens qui cherchaient un petit peu, si j'ose dire, l'excellence, l'amélioration. Donc, ce n'est plus le cas maintenant. L'Algérie est devenue... Vous voulez dire que les Algériens ne voyagent pas suffisamment? Tout à fait. Tout à fait. Je n'ai pas cette impression. Moi, j'ai l'impression qu'ils voyagent tout autant, sinon plus que leurs voisins. Pas du tout. Il n'y a qu'une minorité qui peut se permettre d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Crois-moi, Jamal. Oui, oui. Et il ne faut pas voir ceux qui voyagent ou ceux qui se permettent de voyager, qui sont surtout issus des grandes métropoles. Il faut aussi connaître l'Algérie profonde. Je t'assure, Jamaluddin, qu'il y a des gens qui ne connaissent, qui n'ont jamais visité les villes ou les autres villes de l'Algérie. Crois-moi, Jamaluddin. Oui, oui, d'accord. Ouais. Donc, alors, l'Algérie, ce ne sont pas que ceux qui voyagent ou la minorité qui a les moyens financiers de le faire, mais c'est le reste quand même. Ils sont 40 millions. Et c'est important. L'Algérie est devenue une sorte de grande prison sans mur. Donc, où tout le monde vit dans une situation qu'il se permet de croire tout à fait normale. Malheureusement, c'est le cas. Et en revenant au système de santé algérien, crois-moi, Jamaluddin, je vivais encore en Algérie pendant les années 90 où c'était la décennie noire ou la décennie rouge. Le système de santé, crois-moi, était 1000 fois mieux que celui que les Algériens vivent actuellement. J'en parle parce que, à l'époque, j'avais mon père Birahmou qui était diabétique, donc je l'évacuais souvent à l'hôpital. Donc je voyais un peu la prise en charge, malgré le manque de moyens. Il y avait encore
comment dire, l'humanisme, si je puis me permettre de le dire, l'humanisme des gens. Il y avait encore la propreté, quelques moyens existants, quoique l'Algérie était frappée par un embargo. Et en passage à l'an 2000, je te raconte une anecdote, Jamal el-Din, où il s'agit par exemple, de la naissance de ma première fille, où ma femme a été obligée d'aller à l'hôpital Mustapha parce que sa tension artérielle était élevée, où je n'ai pas su qu'elle allait être césarisée jusqu'à ce que je contacte l'ami d'un ami d'une amie qui travaille au service natalité, que lui-même me dise que ma femme allait avoir une opération à 2 heures du matin. Je n'étais même pas au courant, Jamal el-Din. Je n'ai rien vu. Et pour la meilleure, le matin quand je me suis présenté à l'hôpital, donc j'arrive à l'hôpital avec bien sûr la belle-mère, et bien sûr, avant, quand j'ai entendu, j'ai oublié le détail, c'est que quand j'ai entendu que ma femme allait avoir cette petite opération chirurgicale bénigne, je suis parti à la maison chercher tout l'accoutrement du nouveau-né. Donc j'arrive avec tout le sac rempli de tout ce qu'il faut pour un nouveau-né ou pour un nourrisson. Je le dépose le matin. Je reviens parce que je n'avais pas le droit d'aller voir l'état de ma femme, donc c'est interdit en Algérie. Donc j'arrive le matin, le sac disparu, donc le bébé n'avait rien pour se changer. Et quand on amène ma petite fille qui était une prématurée, je te jure, Jamal el-Din, qu'elle avait ses excréments durcis sur sa jambe, Jamal el-Din. J'en ai pleuré, Jamal. J'en ai pleuré. Déjà, alors quand je faisais le comparatif entre le système de santé des années 90, où l'Algérie avait très peu d'argent, où elle était sous embargo, et le système de santé de l'Algérie de 2007, avec un baril de pétrole qui a atteint les $140, et une cagnotte de je ne sais combien de milliards. Quand j'ai vu cette différence, Jamal el-Din, j'ai su que l'Algérie, j'ai su que c'était la régression totale. Ce qui est anormal, Jamal el-Din. Ce qui est anormal. Et ça, c'est du vécu, Jamal el-Din. C'est du vécu. Merci Mahmoud. Restez avec nous, je reviens dans un petit moment. Abdelghani, j'avoue que ce que vous nous dites là est vraiment bouleversant. Et j'imagine que ce sont des situations que nous rencontrons, que les Algériens rencontrent tous les jours, toutes les heures, chaque fois qu'ils ont accès à ces centres de soins, à ces structures de soins. Abdelghani Dorman, vous êtes avec nous. Oui. Abdelghani. Je vous entends bien. Abdelghani. Qu'en est-il à Annaba? J'imagine que ce doit être la même chose que ce qui se passe à Constantine. C'est un peu le reflet de ce qui se passe un peu partout dans le pays. Je ne vous ai pas bien entendu, Jamal. Abdelghani, je voulais savoir si à Annaba aussi, c'est la même situation catastrophique. Ah oui, c'est vraiment... c'est alarmant, c'est alarmant. Je crois que vos invités, si je me le dis, ils ont quand même fait le tour de la question. Moi, je souhaiterais raconter une ou deux anecdotes qui, à mon sens, vont illustrer vraiment le mal qui ronge ce secteur. J'ai ma belle-sœur qui est métastasée, elle est en phase terminale. Bon, on l'a amenée, le médecin traitant, il lui a donné une orientation pour une hospitalisation parce que elle présente, elle a, comment dirais-je, au niveau de pelvien, elle a des sécrétions cytiques. Vous savez le liquide là quand on oui, quand on est en phase terminale, il y a des sécrétions de liquide. Oui. Ça s'appelle le liquide cytique, donc il faut l'extraire. Bon, on l'a emmené en urgence vers de 20 heures.
Bon, l'urgence, il y a une demoiselle, ou là, une dame, elle est jeune, coquette, mal polie, maquillée et tout. Alors, elle commence à poser des questions. Bon, je lui dis voilà, je lui ai présenté les documents, tout le dossier médical. Et puis elle me dit, moi je peux pas lui faire une admission parce qu'il n'y a pas les internistes. Pour la première fois, j'entends dire interniste. Ça voulait dire des internes. Et les internes, elles sous-entendent des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui se spécialisent en cancérologie. Alors elle me dit, vous êtes obligé de revenir demain. Eh bien, figurez-vous, on a rebroussé chemin et on est revenu à l'hôpital de Hadjar, vous savez, à 10 km de Annaba. C'était le lendemain. Vous m'entendez? Oui, Abdelghani, on vous entend très bien. Bon, on est revenu dans la matinée du jour qui a suivi. Des questions, pas d'admission, il faut attendre, le spécialiste n'est pas arrivé. Et puis, ils nous ont dit de l'emmener dans une salle, au bout du couloir, ça s'appelle le déchocage. Je sais pas ce que ça veut dire en termes médical. Et on attendait, il y avait personne. Ils lui ont fait une prise de sang, lui a fait pour faire une analyse. Et on a attendu 4 heures à chaque fois qu'on demandait où ça en était, ces analyses, ils disaient non, il y a beaucoup de travail au laboratoire. Bon, on attendait, et puis ils nous ont ramené un peu de liquide qu'ils l'ont extrait pour le faire analyser à Annaba. Donc ils n'avaient pas de service pour s'occuper de ces pathologies lourdes. Donc on était obligé de prendre la voiture, aller à Annaba, faire les analyses, tout ça. Et donc on est revenu, ils nous ont dit on va la garder parce qu'on lui a placé du sérum, comme on dit. Et vous revenez dans 2-3 heures. Quand on est revenu, il y a une dame qui était une parente d'une malade. Elle nous a dit qu'elle n'a pas arrêté de vous appeler parce que elle avait soif et elle avait faim. Eh ben, on est arrivé. Elle était vraiment au bout du rouleau. Elle n'avait pas de force. On lui a donné à boire, un peu à manger, et voilà. Et elle nous a dit qu'elle pouvait pas rester là-bas, il faut l'amener chez elle. Moi, j'ai compris qu'elle avait très peur, elle n'était pas sécurisée, elle n'était pas bien prise en charge. Et voilà nos hôpitaux, comment les Algériens ils n'ont plus confiance en nos hôpitaux. Est-ce que les citoyens algériens sont soignés et reçus de la même manière dans les hôpitaux, qu'ils soient parents de notables ou simples citoyens? Moi, dans ma dernière expérience, j'ai pas vu ça, mais j'ai vu du copinage. C'est-à-dire quand on pouvait pas entrer, par exemple, dans la salle, dans le couloir pour accéder aux salles de déchocage, déchocage 1, déchocage 2. 1, c'est pour les hommes et 2, c'est pour les femmes. Bon, dans chaque salle, il y a quand même une dizaine de personnes. Donc, c'est un transit, une sorte de transit pour décider de les faire sortir ou de les admettre vraiment dans les salles où on peut les visiter, etc. Mais j'ai vu des gens passer avec un des personnels, un médecin, et j'ai vu quelqu'un faire un clin d'œil à la personne qui est debout devant la porte. Il lui fait un clin d'œil, c'est-à-dire ils sont avec moi. Ils sont entrés, le copinage, c'est ça, c'est connu, c'est le... Oui, ça fait partie du décor. Restez avec nous, Abdelghani Dourman. Je reviens à Yassine Mahibahi. Yassine, c'est quoi vous êtes avec nous, Yassine? Oui. C'est quoi ce recours systématique, quasiment, aux césariennes? On nous dit que partout, dans toutes les maternités d'Algérie, y compris les privées, maintenant, on ne demande même pas leur avis aux patients. C'est césarienne parce que c'est très rapide, ça permet de liquider tout de suite la parturiente.
et de passer à autre chose. C'est quoi? Vous pouvez nous expliquer? Votre question, elle est purement médicale, purement obstétricale, j'allais dire. Et donc, je ne sais pas ce que vous voulez poser, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par votre question? Ça veut dire, contrairement en France, par exemple, où la plupart des parturiantes accouchent de façon naturelle, j'allais dire. Alors qu'en Algérie, curieusement, c'est un chiffre que je n'assume pas parce qu'on me l'a dit, je vous vends ce qu'on m'a vendu, on me dit que la majorité des femmes qui accouchent le font par césarienne. Et si c'est le cas, c'est énorme. Écoutez, je ne veux pas vous raconter des conneries, excusez-moi du terme, oui. Parce que c'est pas mon domaine, la gynéco, donc je connais pas très bien les statistiques. Je ne crois pas en tous les cas, cela a un rapport avec le nombre de césariennes ou pas. Je ne sais pas, je ne peux pas, non, en tout cas je ne crois pas. Ce qui est sûr, parlons des accouchements sans douleur, des accouchements dans des situations confortables, je pourrais vous parler, on pourra discuter sur ça. Oui. Maintenant, le nombre, pourquoi passe-t-elle par césarienne? Bon, ça, c'est des présentations. Mais dites-nous, Yassine Mahibey, vous, en tant que médecin, comment faire pour ne plus avoir à subir une telle situation? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que les pouvoirs publics devraient faire? J'ai toujours dit que le problème, c'est un problème où nous n'avons pas une politique de santé à la hauteur. Nos invités racontent des anecdotes. Je suis en train d'écouter avec beaucoup d'attention. Un qui parle des situations des urgences. Bon, il faut savoir que dans tous les pays du monde, y compris en France, la gestion d'un service des urgences, c'est très difficile. C'est très difficile de gérer un service des urgences avec des salles de déchocage, mais ça c'est universel, hein, parce que ça nécessite un plateau technique avec des urgentistes, des réanimateurs, des chirurgiens, des pédiatres. Enfin bon, la gestion des urgences, c'est connu dans le monde entier, c'est très difficile. Mais chez nous, c'est autre chose. Chez nous, il n'y a pas que ça. Chez nous, c'est une politique de santé catastrophique. Tous les gouvernements qui sont passés, tous les ministres n'ont pas réussi à trouver la potion magique, comment gérer ce secteur de santé, même avec un budget aussi énorme. Et là-dessus, je pense que le pouvoir, les anciens ministres, l'actuel ministre, tous ceux qui sont dans les administrations de santé ont échoué parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter les conseils de ceux qui sont à l'étranger, de ceux qui sont en Algérie, de ceux qui peuvent donner un savoir-faire. On ne peut pas construire une santé sans avoir une politique de sécurité sociale à la hauteur. Je pense qu'en Algérie, on pouvait copier un modèle comme celui de la France. Or, qu'on n'a pas fait ça. Nous avons fait la médecine gratuite, mais comme ça, de façon anarchique. Alors que, non, je suis désolé, on a besoin d'une politique de santé avec celle d'une bonne sécurité sociale. Nous avons besoin de faire des études à longueur d'années avec les directeurs des hôpitaux. Qu'est-ce que c'est qu'un désert médical? C'est quoi le problème? Et puis la corruption. Tous les équipements dans ces hôpitaux-là, personne n'en parle de ces appels d'offres, de la corruption, dans la construction des services. Personne n'en parle. Parce que justement, nous avons une vraie politique de santé catastrophique. Merci Yassine Mahibey. Je suis obligé de vous interrompre. Nous allons donner la parole de la fin à Abdelouhab Zaatri, puisqu'il a été coupé, il n'a pas eu son temps de parole. Abdelouhab Zaatri, aujourd'hui, que les tenants du régime, les barons du régime, y compris les petits, se soignent tous à l'étranger, y compris leurs familles. Ils bénéficient de prise en charge sur la sécurité sociale, même pour des petits bobos, et le reste de la population est jeté en pâture à des centres de santé complètement anarchiques. Nous l'avons vu dans le propre reportage de la télévision publique algérienne. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur tout cela? Oui, c'est Gemaldine. Donc, j'ai vu cet endroit de mes propres yeux, pas seulement sur cette vidéo. Cette vidéo n'a fait qu'alerter un peu l'opinion publique, un peu assoupie de temps à autre. Mais la vérité là, c'est que comment voulez-vous qu'un secteur comme la santé se développe lorsque tous les responsables sans exception,
partent se faire soigner en Europe et particulièrement en France. En commençant par le président de la République qui trouve ça naturel d'aller se soigner à Val-de-Grâce dans un hôpital militaire. Qu'est-ce que ça coûte? Est-ce qu'on a évalué à 37 millions de dollars l'année passée déjà ce qu'il nous coûte, ce président, les soins pour ce président qui est carrément, disons, inactif. Donc, et puis, vous avez tous les ministres, vous avez tous les généraux, et vous avez leurs enfants, leurs familles, et puis ça descend un petit peu, les walis, parfois aussi quand on a quelques relations, donc même un recteur, même un directeur d'entreprise. Donc tout ce monde-là qui est censé développer le pays, oui, il va se soigner ailleurs. Alors, pourquoi voudrez-on qu'ils développent la médecine ici? Ça ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas. C'est pour nous, cette médecine. Nous, on va se soigner dans des hôpitaux comme ceux-là, il n'y a pas de médicaments, il faut emmener pour vous donner une injection, il faut emmener la seringue avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la réalité de toujours. Et puis, il y a aussi un problème, c'est que les citoyens ont l'impression que c'est naturel que ça se passe comme ça. On dirait qu'ils ont tous voyagé à l'étranger, ils ont vu au moins un ou deux pays étrangers, et ils trouvent naturel qu'en Algérie, quand ça ne fonctionne pas, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Donc, nous avons un problème de fond, c'est que les responsables qui sont tenus à développer ce pays ne se sont pas concernés. Ils ne se rendent pas compte quand il y a un échec comme ça dans notre pays, le chef de service, le directeur de l'hôpital de Constantine et le ministre doivent Merci. le temps de s'en aller. Merci Abdelwahab Zaatari. Merci Mahmoud Ait Youssef. Merci Abdelghani Dorman. Merci Yassine Mahibahi. Rabbi Yeshua Nas, les malades puissent-ils trouver auprès de leurs propres compatriotes tout le soutien auprès des professionnels de santé qui travaillent dans des conditions très difficiles et qui font ce qu'ils peuvent. Salam alaikum, qawala khair, salama.